Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Corneille. Vous me recevez? Bonjour. Monsieur Dossou, comment vous allez? Je vais bien, monsieur Corneille. Et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Super. Voilà. Nous avons les éminents participants qui sont déjà en ligne. Vous me donnez le top pour commencer? Super, à nous aller. Merci Dossou. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter à ce webinaire organisé par le Baromètre. Et comme vous le savez, c'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'évaluation GELOCAL 2025 que le Baromètre organise cette activité à laquelle il participe. Et d'ailleurs, il participe à beaucoup de séries de webinaires très intéressants que nous vous invitons à suivre aussi après. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour de beaux moments d'échange autour d'un sujet souvent méconnu, mais indispensable dans le domaine de l'évaluation. Il s'agit donc de l'obtention du visa statistique qui permet à cabinet d'études de mener les enquêtes statistiques sur le terrain. Et c'est le cas au Bénin ici. Aujourd'hui, quand il y a une étude qui dépasse l'étendue d'une commune, alors les cabinets sont donc astreints à soumettre un dossier technique pour l'obtention du visa statistique. Alors, le thème qui nous rassemble ce soir est obtenir le visa statistique en contexte africain pour une étude d'évaluation, défis, opportunités et bonnes pratiques. Et comme vous le savez, nous allons vous parler du cas du Bénin, précisément deux intervenants, M. Dossou Eric et M. Assintou Jonas. Nous allons vous les présenter tout à l'heure. Et obtenir le visa statistique, c'est une étape clé pour toute étude ou collecte de données menée sur le territoire béninois, comme je viens de vous le dire. Et c'est un gage de rigueur méthodologique, de conformité légale et d'intégration dans le système statistique national. Mais quelles sont concrètement les étapes à suivre? Quels sont les défis rencontrés et les bonnes pratiques à adopter pour réussir ce processus? Ce sont là autant de questions que nous allons explorer ensemble tout à l'heure. Et comme je le disais, deux éminents présentateurs vont donc tout à l'heure se suivre pour nous donner la quintessence du contenu de la thématique que nous venons d'annoncer. Il s'agit donc premièrement de Assintou Jonas, qui est cette éminente personnalité dont nous parlons. C'est un ingénieur statisticien, économiste et socio-anthropologue qui est actuellement en poste à l'Institut national de la statistique et de la démographie au Bénin. Donc, c'est compte tenu de ces expériences que nous l'avons donc contacté en tant que personne ressource pour animer ce webinaire avec nous.
Et il vient de passer banalement 15 ans déjà d'expérience dans la maison de l'Institut au Bénin. Il a d'abord exercé pendant 10 ans à la direction des statistiques sociales, où il a coordonné beaucoup d'ateliers de formation, des études statistiques sur le terrain et des analyses de données. Actuellement, il est en service à la DCCFM, c'est-à-dire la direction de la coordination statistique de la formation et de la méthodologie, et qui est donc la direction principale qui s'occupe donc de les études de visa statistique, qui s'occupe donc des documents techniques qui sont soumis donc à l'obtention du visa technique. Il a présidé plusieurs séances de délivrance de visa statistique. Il vient de faire pratiquement 5 années d'expérience. Il a coordonné cette activité pendant longtemps. Il va donc partager tout à l'heure ses expériences avec nous. Et si nous avons donc des questions, nous allons les lui poser. Alors, notre deuxième intervenant, c'est M. Dossou Eric, qui est également un éminent statisticien économiste qui est au sein du baromètre. Il supervise le contrôle de qualité des données collectées sur le terrain et il intervient aussi en tant que coformateur au camp des évaluateurs émergents francophones que le baromètre organise depuis 2021. Et je vous rappelle donc que les inscriptions pour la 8e édition de 2025 sont déjà ouvertes. Et si vous êtes intéressé, nous vous invitons donc à vous inscrire pour y participer. Alors, Dossou Eric, fort solide d'une expérience dans la conception de la mise en œuvre d'études d'évaluation, il accompagne également la soumission des protocoles méthodologiques auprès de la Commission nationale statistique. Et d'habitude, c'est lui qui vient pour donc exposer avec ses collègues les méthodologies qui sont donc rédigées dans leurs documents qui nous soumettent pour le traitement. Alors, il partagera avec vous tout à l'heure, avec modestie, donc ses expériences avec d'abord l'élaboration de ces documents techniques, de la soumission jusqu'à la délivrance du visa statistique et va nous parler donc de ses expériences. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole d'abord à Monsieur Assintou pour donc nous parler donc des défis, des opportunités et des bonnes pratiques en ce qui concerne le processus d'obtention du visa statistique au Bénin chez nous. Monsieur Assintou? Oui, bonjour, chers participants. Vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Je ne sais pas beaucoup. si c'est la même chose pour les autres. Ils peuvent donc se manifester. Oui, bonjour, Monsieur Jonas. C'est bon pour moi? Bonjour. Oui, donc, Monsieur Jonas, je pense que ça peut aller. Ça peut aller, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Merci à Monsieur Dessoissi pour cette présentation préliminaire très élogieuse. Merci beaucoup. Donc, je voudrais préciser que c'est à titre personnel que je vais partager ces expériences-là avec vous. Donc, ce n'est pas un mandat reçu de l'INSTAT. Donc, je voudrais faire cette précision avant de continuer. Donc, ceci étant, nous allons échanger après une brève introduction sur le rôle du comité de l'INSTAT chargé du visa statistique. Ensuite, on va parler des missions de ce comité-là et voir un peu les attentes du dit comité chargé du visa statistique. Et on va conclure avec quelques notions importantes qu'il faut retenir à propos du visa statistique. Donc, ceci dit, en introduction, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai un petit souci avec la présentation qui défile un peu. Je crois que on va devoir... Monsieur Assintou, si vous permettez,
Si vous permettez, vous pouvez arrêter votre partage d'écran et je prends la main pour partager votre écran. Ah, pour partager. OK. Donc, je vais le faire. Je reviens donc en arrière pour arrêter. Voilà. OK. Et il va donc partager l'écran et tu vas suivre son rythme pour nous exposer le contenu. Exactement. Merci beaucoup. C'est mieux comme ça. Donc, j'attends que le partage soit fait pour que je puisse évoluer. C'est bon, je crois. D'accord. Tout le monde voit la présentation? Oui, Monsieur Jonas. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Donc, j'étais en train de parler du plan en disant que après une petite introduction, nous allons échanger sur le rôle du comité de l'INSTAD chargé du visa statistique. Ensuite, parler de ses missions et enfin voir un peu les attentes du dit comité de visa statistique. Et puis, on va conclure avec quelques notions ou quelques aspects clés qu'on peut retenir en ce qui concerne le visa statistique. Donc, je passe rapidement en introduction. La diapositive suit, j'espère. Donc, si oui, en introduction, on va essayer de voir un peu ce que c'est que le visa statistique dans les autres pays. Alors, on retient que la production statistique, elle joue un rôle fondamental dans la société en fournissant des données fiables, pertinentes et de qualité qui permettent de mieux comprendre les phénomènes sociaux, économiques et environnementaux. Dans de nombreux pays, la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques sont régies par des mécanismes institutionnels rigoureux visant à assurer la qualité, la fiabilité et l'éthique des données exploitées dans les études, les évaluations ou même les publications. En France, par exemple, la collecte de données statistiques par les autorités compétentes comme l'INSEE, l'INSEE c'est la correspondance de l'INSTAD là-bas, donc c'est l'Institut de statistique, eh bien, repose sur un mandat légal clair prévu par la loi. Pour les activités de recherche impliquant des données personnelles, le cadre réglementaire impose le respect du règlement général de la protection des données, qu'ils appellent en France le RGPD. Au Sénégal et au Bénin, l'obtention du visa statistique avant la réalisation d'enquêtes ou d'études statistiques sur leur territoire est une exigence. D'autres pays comme le Togo, qui est en train de mettre en place le cadre réglementaire conduisant à l'obtention du visa statistique. Alors, le visa statistique, c'est quoi? Selon l'article 1er de notre nouvelle loi statistique, donc celle du Bénin, numéro 2022-07 du 27 juin 2022, portant organisation et réglementation des activités statistiques en République du Bénin. Selon cet article-là, le visa statistique est une autorisation écrite délivrée par le directeur général de l'INSTAD, donc, qui atteste que les moyens et les méthodes de mise en œuvre d'une enquête ou étude statistique dans ces différentes phases respectent les standards en vigueur. Ce document est également un moyen de coordination des activités statistiques au niveau de l'INSTAD, parce que justement, il permet d'éviter les doublons et de dresser le répertoire des études réalisées sur le territoire national. Le Bénin en a fait une exigence conformément à l'article 65 de cette nouvelle loi. Les documents techniques d'obtention du visa statistique sont évalués au Bénin par le comité de l'Institut
l'Institut national de la statistique et de la démographie en charge du visa statistique. Donc, nous allons passer à la diapositive suivante pour voir un peu le rôle de ce comité-là chargé du visa statistique. Donc, le rôle du comité de l'Institut national de la statistique et de la démographie chargé du visa statistique. Nous y sommes. Ça passe, monsieur Jonas, c'est bon, ça va. Merci beaucoup. Je crois que ça doit être pareil pour les autres. Hein. Voilà. Donc, ça doit être la même chose pour les participants. Très bien, merci beaucoup. Alors, il est mis en place, si vous voulez, à l'Institut national de la statistique et de la démographie, un comité pluridisciplinaire chargé d'étudier les documents techniques soumis pour la demande de visa statistique. Les membres de ce comité sont invités aux sessions de délivrance de visa statistique selon leur domaine de compétence en lien avec la nature de l'étude concernée. Le comité a pour rôle d'examiner avec minutie la démarche méthodologique et les outils de collecte de l'étude en question en vue d'en apprécier l'opportunité, d'une part pour le système statistique et d'autre part la conformité aux normes statistiques, c'est-à-dire les nomenclatures, les méthodes, les principes. Alors, le visa du Conseil national de la statistique n'est accordé que si les membres du comité en question jugent à l'issue de la session que la étude est conçue avec rigueur et professionnalisme et que les moyens de sa mise en œuvre assurent sa réussite au regard des objectifs fixés. Donc, voilà un peu le rôle du comité de l'INSTAD chargé du visa statistique. Alors, nous allons voir avec la diapositive suivante la mission de ce comité-là chargé du visa statistique. Si la diapositive suit, je vais y aller. Alors, la mission principale du comité chargé du visa statistique, c'est de veiller à la qualité, la fiabilité des documents destinés à la production statistique sur le territoire national, donc au Bénin. Ensuite, en termes de mission secondaire, il s'agit donc pour ce comité-là d'examiner l'opportunité de l'étude et la conformité méthodologique des documents techniques, de s'assurer qu'ils respectent, donc ces documents-là respectent les normes méthodologiques, de vérifier la pertinence des objectifs et des questionnaires, d'accorder le visa statistique au cas échéant, au cas où les documents sont bons et respectent les normes. Alors, l'accord de ce visa-là est prononcé, comme je le disais tantôt, si l'étude est opportune dans un premier temps et dans un second temps, si les documents techniques sont conformes à la méthodologie exigée. Ensuite, le comité veille à ce que les données collectées soient diffusées. Quand je dis veille, au fait, ce comité suivant la loi statistique, rappelle aux soumissionnaires qu'après l'étude, après la production du rapport, après la production des indicateurs, après que le soumissionnaire ait les bases de données, cette documentation-là doit être transmise à l'Institut national de la statistique et de la démographie pour archives. Nous allons passer à la troisième diapositive qui concerne les attentes du comité de l'INSTAD chargé du visa statistique. Donc, qu'est-ce que ce comité-là attend des soumissionnaires, ceux qui viennent demander le visa statistique? Qu'est-ce qui est attendu de ces soumissionnaires-là? Alors, dans le but d'encadrer la rédaction des documents techniques en vue d'assurer leur qualité, l'INSTAD a élaboré un manuel de procédure qui décrit la démarche méthodologique adéquate que tout soumissionnaire au visa statistique doit suivre. Le plan de rédaction conçu à cet effet se présente ainsi qu'il suit.
Donc, pour rédiger le document méthodologique, il faut suivre un plan de rédaction en commençant en petit 1 par le contexte et la justification. Ensuite, les objectifs généraux et spécifiques, ainsi que les résultats attendus. Parler de la revue documentaire, donc faire une revue documentaire dans le document méthodologique. Parler des caractéristiques de la population cible. Ensuite, rédiger un plan de sondage au cas où c'est vraiment nécessaire, parce que ce ne sont pas toutes les études qui exigent cela. Il y a certaines études qualitatives qui n'en ont pas vraiment besoin. Ensuite, la composition de l'équipe de terrain, le plan de sensibilisation de la population cible, l'organisation et les stratégies de la collecte, le mode de traitement des données, un bref aperçu du plan d'analyse, c'est-à-dire les thèmes à développer, les indicateurs à calculer, les méthodes d'analyse, etc. Ce plan-là est en fait le plan de rédaction du rapport final de l'étude. Ensuite, présenter le chronogramme prévisionnel d'exécution des activités et finir par un budget prévisionnel détaillé des opérations de terrain. Alors, quelles sont les indications qui sont données en ce qui concerne les outils de collecte et le manuel de production? Parce que le dossier de demande de visa statistique est bien entendu composé d'un certain nombre de documents à produire. On vient de parler du document méthodologique. Maintenant, nous allons aborder les outils de collecte. Alors, un canevas particulier n'est pas rédigé, n'est pas prévu pour la rédaction des outils de collecte, ni même du manuel d'instruction des agents de terrain. Cependant, il est recommandé qu'au début de chaque outil de collecte, qu'il soit mentionné la formule de prise de contact ainsi que le texte de confidentialité de la loi statistique. Il est également recommandé que les outils soient conçus de manière lisible avec un regroupement des questionnaires variables sous des sections en respectant les modalités usuelles utilisées par l'INSTAD, telles que celles relatives aux liens de parenté, à la religion, au niveau d'études, au niveau d'instruction, pardon, la profession, les branches d'activité, etc. Donc, ces modalités, la disposition de ces modalités-là, on peut les avoir auprès de l'INSTAD pour qu'il y ait donc une certaine conformité dans la rédaction des outils de collecte. En ce qui concerne le manuel d'instruction aux agents, il est important de rappeler que dans ce document, le contexte et la justification, les objectifs de l'étude, les résultats attendus ainsi que les parties prenantes doivent être rappelés pour permettre aux agents d'avoir une idée globale de l'étude. Il est également nécessaire de définir les concepts et les expressions importantes mentionnées dans les documents techniques pour en faciliter la compréhension. Il faudra aussi clarifier le rôle et la charge de travail de chaque acteur de terrain, enfin chaque acteur dans la chaîne de collecte, ainsi que l'organisation pratique sur le terrain. Il est aussi important de donner les instructions nécessaires au remplissage des outils de collecte sur le terrain. Préciser aussi le matériel qui sera utilisé sur le terrain, le comportement que les agents doivent avoir sur le terrain. Voilà un peu de quoi est constitué le manuel d'instruction aux agents de terrain. Nous allons passer un peu à la constitution du dossier de visa statistique. Ça, c'est la diapositive suivante. Monsieur Eric, ça suit? Oui, très bien, monsieur Asinto. Très bien, merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que nous allons essayer de voir un peu de quoi est constitué le dossier de demande de visa statistique. Selon l'article 65 de la loi statistique, toute enquête par sondage
tout recensement ou toute étude statistique ou socio-économique nécessitant la collecte de données auprès de tiers dont les résultats peuvent être généralisés au moins à l'échelle d'une commune de la République du Bénin, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure. Donc, menée par les services publics ou parapublics, des privés et des organismes internationaux à l'exclusion des travaux statistiques internes ou à des fins académiques diplômantes est astreinte à un visa statistique avant son exécution. Donc, la loi dit clairement quelle étude a besoin de visa statistique et quelle étude n'en a pas besoin. Il faut noter ici que même si une étude n'a pas besoin de visa statistique, cette étude doit être annoncée, elle doit être déclarée, elle doit être, enfin, une demande doit être adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie pour qu'une autorisation sans frais, donc c'est à 0 francs, soit délivrée à la dite étude. Donc, selon la loi, aucune étude ne doit être réalisée sur le territoire national sans que l'autorité compétente, donc le directeur général de l'INSTAD, ne soit informé. Alors, pour une étude nécessitant le visa statistique, le dossier de demande de visa statistique est composé comme suit. Nous avons la demande de visa statistique qui est adressée au DG de l'INSTAD. Nous avons une clé USB qui comporte le document méthodologique, les outils de collecte en version Word, c'est-à-dire les questionnaires, les guides d'entretien, les fiches d'évaluation, les grilles d'observation, etc. Ça dépend de l'étude. Ensuite, le reçu original de paiement de 500 000 francs CFA versé sur le compte dédié au visa statistique. Et le numéro de ce compte-là est disponible à l'INSTAD. Donc, pour tous ceux qui veulent faire une demande de visa statistique, sont invités à venir chercher ce compte-là pour ne pas se tromper à la banque. Maintenant, dès que le dépôt du dossier de visa statistique est fait, la procédure conduisant à la délivrance du visa statistique est enclenchée au niveau des services compétents de l'Institut, donc de l'INSTAD. La première étape, c'est le contrôle par ce service-là de l'exhaustivité des pièces composant le dossier, ainsi que le contenu du document technique. Ensuite, si le dossier est incomplet ou si le contenu des documents techniques ne respecte pas les indications contenues dans le manuel de procédure, un retour est fait au soumissionnaire. L'étape suivante consistera alors à ce soumissionnaire-là à prendre en charge les observations et de déposer le dossier amélioré. La quatrième étape, c'est la programmation et la tenue de la session d'examen des documents techniques qui sont soumis. Ensuite, l'étape suivante, c'est la prise en compte par le soumissionnaire des recommandations des commissaires. Bien entendu, si au cours de la session, le visa statistique est accordé. Si le visa statistique n'est pas accordé, c'est qu'il faudra que le soumissionnaire revienne passer une nouvelle session. Donc, ce cas-là, c'est que le visa a été refusé complètement. Donc, au cas où le visa a été accordé sous la réserve que les observations seront prises en compte, c'est que le soumissionnaire est tenu de prendre en charge les dites observations et d'envoyer cette fois-ci par mail les documents techniques corrigés. Et l'étape finale, c'est la vérification par les services compétents de l'INSTAD de la prise en charge intégrale des observations formulées à la session et maintenant de délivrer le visa statistique si ces observations-là sont vraiment prises en compte. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire du dossier technique qui compose du dossier de demande de visa, voilà, et aussi les étapes d'obtention du visa statistique. Alors, nous n'irons pas plus loin que ça. Nous allons conclure rapidement
et espérant que vos questions, vos apports, vos suggestions vont permettre d'éclairer un peu plus la lanterne sur ce sujet. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai noté 4 points importants qu'on pourrait retenir. Alors, le premier point, c'est que les statistiques sont très importantes pour la bonne gouvernance d'une nation, car elles fournissent les informations nécessaires à la prise de décision éclairée lors de l'élaboration des politiques de développement dans tous les secteurs de la vie, à savoir secteur économie, société, environnement, santé, éducation, etc. D'où il est nécessaire d'avoir une méthodologie harmonisée de collecte de données. Ça, c'est le deuxième point que je retiens. Et le troisième point, c'est que le visa statistique est une solution efficace pour contraindre les producteurs de données statistiques à élaborer les documents techniques scientifiquement opérationnels permettant de collecter des données fiables, de produire des indicateurs de qualité et comparables. Et le dernier point que je note, c'est qu'il y a un véritable défi à relever. Et ce défi-là, c'est celui de pouvoir amener les producteurs de données statistiques à se conformer au visa statistique tel que l'exige la loi statistique. Cela est bien possible par la sensibilisation, donc il faut aller doucement, mais aussi par la répression, parce que c'est bien ce que la loi exige. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir après cette présentation rapide sur les expériences et puis n'est-ce pas, j'ai pu acquérir au niveau du visa statistique après avoir dirigé ce processus-là pendant quelques années. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Comme je le disais dans ma présentation vers la fin, vos questions, vos interventions, vos apports vont permettre, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Donc, merci à vous. Merci, M. Dessoissi, je vous retourne la parole. Merci, M. Assintou, pour votre brillante présentation. Vous nous avez vraiment sidérés par tous les éléments que vous nous avez présentés. Merci beaucoup. Merci au nom de tous les participants. Et nous vous espérons tout à l'heure pour d'autres éclaircissements lorsque nous en aurons besoin. Et je bondis rapidement sur votre dernier mot sur les défis qui consistent donc à amener les producteurs des statistiques à se conformer à la loi et aussi à produire des données de qualité comparables au plan international. Merci beaucoup. Alors, cette dernière partie donc, est du ressort du Conseil national de la statistique et du ressort de l'INSTAD, parce que c'est l'INSTAD qui est le garant donc, de la qualité des données au plan national. Et c'est pourquoi la délivrance donc, du visa statistique est sous le contrôle de l'INSTAD. Alors, pour vous résumer, pour permettre donc à ceux qui nous ont rejoints de rentrer dans dans le vif du sujet, vous nous avez présenté en quelque sorte la loi statistique qui contraint donc les cabinets qui veulent mener des études qui dépassent l'étendue d'une commune au Bénin à se soumettre à l'obtention du visa statistique. Vous nous avez aussi parlé du comité de l'Institut national de la statistique, de la démographie qui s'occupe donc de l'étude des dossiers techniques pour la délivrance des visas statistiques. Vous nous avez parlé du comité, d'accord, du rôle de ce comité, de la mission donc du comité, donc qui consiste en quelque sorte à aller vers les normes méthodologiques pour qu'on puisse avoir des documents scientifiques et opérationnels. Vous nous avez aussi dit qu'au terme donc de l'étude du dossier, de la délivrance de visas statistiques, il y a 3 possibilités, il y a 3 verdicts, soit
le visa est accordé, ce qui permet donc au cabinet, aux soumissionnaires, donc d'aller tranquillement sur le terrain dès l'obtention de ce verdict-là. Deuxième verdict, l'accord est accordé. Il y a accord sous réserve de la prise en compte des observations. Ça veut dire qu'au moment de l'étude, qu'il y a donc des observations et des recommandations que le cabinet doit prendre en compte avant de démarrer les activités sur le terrain. Et le troisième verdict, c'est le rejet. Donc, le rejet ramène donc le cabinet à aller reprendre les procédures d'obtention du visa statistique. Et vous avez dit qu'avant de prononcer ces verdicts-là, on tient compte de deux aspects. L'opportunité de la réalisation de l'étude et la conformité méthodologique avant donc de donner ces verdicts-là. Vous nous avez parlé aussi des attentes du comité, de la part donc des soumissionnaires. Vous nous avez parlé donc du manuel de procédure que l'INSTAD a mis au pied pour pouvoir permettre donc aux soumissionnaires de s'adapter et pour pouvoir donc aller vite dans la demande de visa. Vous avez parlé donc aussi du plan de rédaction, du document méthodologique qui contient le contexte, les objectifs, la revue documentaire, la population cible, le plan d'échantillonnage, les équipes de terrain, la sensibilisation, l'assurance qualité des données, la liste des indicateurs, le budget et puis le chronogramme. Vous nous avez aussi parlé des outils de collecte qui sont étudiés au moment donc de l'assise du comité de l'INSTAD. Et je précise à ce niveau que ce n'est pas seulement les cadres de l'INSTAD qui constituent ce comité, il y a les sectoriels qui aussi interviennent, parfois en présentiel ou en ligne, pour donc appuyer les cadres de l'Institut, donc pour étudier le document méthodologique et lui donner une valeur, une qualité scientifique pour que cela soit accepté de tous. Parce qu'à l'issue de l'enquête, vous avez bien précisé que les documents sont retournés à l'INSTAD pour donc conserver, parce que ça devient en ce temps-là la propriété du Conseil national de la statistique et c'est ce qui est dit à tout soumissionnaire à l'issue donc du verdict. On leur précise que les documents doivent être retournés à l'INSTAD, le rapport de l'enquête et la méthodologie, tout ce qui est dans le document technique et puis les questionnaires version finale doivent être retournés, les bases de données. Vous avez aussi parlé de la composition du dossier de demande du visa statistique. Il y a la demande même, il y a la clé, il y a le reçu de paiement à la banque, il y a donc les outils méthodologiques, il y a les documents méthodologiques et les outils de collecte. Et si cela ne tient pas, il y a donc un petit comité qui se prononce et on peut faire le retour donc aux soumissionnaires afin qu'ils aillent prendre en compte ces petites observations et retourner les dossiers. Donc, voilà les étapes qui sont donc obligatoires pour donc l'obtention du visa statistique. J'avais déjà parlé de votre conclusion, les défis, d'accord, que nous avons donc donné. Nous avons déjà parlé de ça. Maintenant, nous allons donc demander, d'accord, à M. Villon-Éric pour qu'il nous présente donc le contenu de la partie qui le concerne, les opportunités et les bonnes pratiques, parce que c'est lui qui vient, et lui qui vient souvent soumettre le dossier de son cabinet, donc à l'étude donc des commissaires qui constituent donc le comité de l'INSTAD et des sectoriels aussi. Donc, Monsieur Dossou, nous allons donc vous accorder la parole pour que vous puissiez donc nous présenter votre préparation avant de donner la parole aux participants pour qu'ils puissent donc poser les différentes questions. Merci, Monsieur Dossou. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Dessoissé Connage. Merci beaucoup, Monsieur Assietou. Et merci, chers participants et participantes. Je remercie Monsieur Assietou pour avoir posé déjà beaucoup d'éléments. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que déposer une demande de visa statistique, c'est
c'est donner aussi un caractère légal à votre étude d'évaluation. C'est vous contribuer, vous participer au renforcement du système statistique national. Et lorsqu'on y va pour ces séances de défense de visa, j'avoue que c'est de beaux moments de donner et de recevoir. Et on y caille toujours. Hein. On y caille toujours. Parfois, c'est de bonnes guerres entre les commissaires et les soumissionnaires parce que votre document méthodologique est carrément dépiécé. Vous voyez, votre document méthodologique que vous avez amené, que vous voulez défendre, le commissaire le dépièce, en fait. Et il est vrai que M. Assito a déjà parlé de certains éléments. Je pourrais quand même partager mes petites expériences. Sinon, il a déjà parlé de la construction du dossier, du paiement qu'il faut sur le compte de l'État, de la CRISP, de la programmation et de la défense. Alors là, je vais aborder directement alors les 12 commandements, d'accord, ce que j'appelle les 12 commandements du document méthodologique. Et quand on dit 12 commandements du document méthodologique, c'est déjà que dans votre document, il vous faut bien rédiger la partie contexte et justification de l'étude pour que quand même l'INSTAT s'assure qu'il n'y a pas de duplication, pour que l'INSTAT s'assure qu'il n'y a pas déjà eu d'autres études qui vont dans le même sens. L'étude générale et les sorties spécifiques. Et ce que je peux dire ici au niveau des sorties spécifiques, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup d'objectifs spécifiques. Parfois, dans les documents méthodologiques, on voit jusqu'à 8, 10, 12 objectifs spécifiques. Non, quoique au niveau de la commission, ils essaient quand même de nous ramener à être précis, concis, aller à l'essentiel. Il y a dans le document méthodologique la clarification des concepts dans le document méthodologique. Qu'entend-on par, bon, si c'est une enquête par ménage, qu'entend-on par ménage, qu'entend-on par âge en année révolue, qu'entend-on par, si c'est par exemple une étude en lien avec, à tout hasard, je ne sais pas, en lien avec les méthodes contraceptives par exemple, alors qu'entend-on par méthode contraceptive, vous voyez, et je passe maintenant à la méthodologie détaillée. Et c'est là même que le débat c'est fait, puisque vous devez dire là quelle approche vous utilisez. Vous devez clairement, je dis bien clairement dire au niveau de la partie méthodologique quelle approche vous utilisez. C'est une étude quanti, ou bien c'est une étude qualitative, ou bien c'est une étude quanti à dominance qualitative. Vous voyez? Donc, il y a ces nuances-là qu'il faut préciser. Aussi, le type d'échantillonnage que vous utilisez. Et quand on rentre dans le monde de l'échantillonnage, il y a aléatoire simple, stratifié, paragraphe, bout de neige, choix raisonné. Donc, tous ces éléments-là doivent clairement ressortir dans votre document méthodologique. Dans votre document méthodologique aussi, vous devez parler des indicateurs et de leur formule de calcul. Votre étude, votre enquête que vous voulez faire, quel indicateur ça renseigne? Et plus loin, vous pouvez même faire le lien avec les ODD. Quel indicateur votre étude va nous permettre de renseigner? Si ça ne va pas nous permettre de renseigner les indicateurs, alors vous convenez avec moi que les commissaires ne sont pas toujours trop à l'aise à faire passer ça facilement. Et c'est là même où le débat se fait lorsqu'il s'agit des études à dominance qualitative. Puisque lorsqu'on est dans une étude à dominance qualitative, vous savez que généralement, il n'y a pas d'indicateur à calculer là. Vous voyez? Donc, voilà un peu quelques nuances que je partage avec vous. Au point 6, au niveau du 6e commandement, donc, nous avons le dispositif à mettre en place. Vous devez quand même dire dans le document méthodologique
le dispositif que vous mettez en place. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où vous avez été peut-être notifié pour conduire, ou bien vous avez été notifié pour créer ce projet-là, cette étude-là, vous devez déjà commencer par penser à informer les autorités locales et administratives des lieux où vont se tenir l'étude, ou plus précisément la collecte ou plus précisément la collecte de données. Vous voyez, et puis également la formation des agents enquêteurs. Ça va se passer où, quand, et tout ça doit être clairement dit dans le document méthodologique. Et qui parle d'outils de collecte, parle également à nos jours de la utilisation de cet outil de collecte. Aujourd'hui, on ne va plus trop permettre aux entités qui conduisent des innovations d'aller avec des questionnaires papier. Alors, vous devez quand même dire, notifier dans le document méthodologique que les outils de collecte que vous aurez à utiliser sur le terrain sont déjà ou bien seront digitalisés avec une plateforme dédiée. Et si des plateformes, il y en a un, Kobo, Deka, Service CTO, Service Solutions, même Google Forms, même si ce n'est pas très intégré. Également, le processus de contrôle qualité que vous avez prévu mettre en place, vous devez en parler dans le document méthodologique. Et c'est là qu'il faut parler, qu'il faut dire si vous avez prévu les high frequency check, c'est-à-dire les contrôles à haute fréquence via STATA ou bien via R, vous devez donc stipuler ça dans le document méthodologique. Le traitement, avec quel logiciel, avec quel logiciel vous voulez faire le traitement et l'analyse des données. Si c'est STATA, c'est R, il faut le dire dans le document méthodologique. C'est un truc qui paraît banal, mais une fois là-bas à la séance, les commissaires ne pardonnent pas sur certains et sur ces éléments-là. Et donc, les quatre derniers commandements, c'est que dans votre document méthodologique, vous devez parler des considérations éthiques, de la protection des données personnelles. Oui, vous n'avez pas sans savoir que l'État, quand même, tient compte de la protection des données personnelles des répondants. Vous voyez? Et c'est là déjà, là aussi, le test du secret statistique. Je crois que c'est l'article numéro, bon, je n'ai pas ça en tête, mais je crois que il faut quand même parler des considérations éthiques, d'accord, et de la protection des données personnelles également dans votre document méthodologique. Le chronogramme, M. Azitou l'a dit déjà, il y a le respect des normes. Je ne suis même pas dans le respect des normes. Les normes, c'est tout au long du document, la police utilisée, la taille utilisée doivent être uniformes. Parce que parfois, je vous parlais, c'est une expérience que je partage avec vous. Vous savez, si vous êtes pris pas le temps, et c'est là que vous avez de rédiger votre document méthodologique, il y a certaines choses qui échappent. Et c'est là-bas que les commissaires attirent l'attention du sous-ministère éléments. Donc, entre autres, comme j'avais déjà commencé depuis, cette fois-ci, la police utilisée tout au long du document et la taille de la police utilisée, tous ces éléments doivent être uniformes. Pour finir, deuxième commandement maintenant, c'est vous devez préparer une présentation orale de 15 minutes pour présenter de manière succincte, précise et concise tous ces éléments-là au commissaire présent le jour-là, soit en salle, soit en ligne. Voilà en gros ce que je peux partager comme les 12 commandements du document méthodologique qui puissent vous permettre quand même d'aborder, je ne vais pas dire facilement ou bien aisément, mais quand même avec sérénité, le processus, la démarche d'obtention du visa statistique. Et pour aller plus loin, ce document doit être digne d'un article scientifique avec une revue documentaire bien étoffée et des références précises. Les outils de collecte de données. Les outils de collecte de
données doit être au format standardisé, c'est-à-dire conforme aux normes de l'État. Et c'est là où vous mettez en haut République du Bénin, le nom, le logo du commanditaire ou de l'entité, c'est-à-dire qui appuie dans l'étude pour la collecte de données. Et vous mettez le thème de l'étude, vous mettez le secret statistique, le mot de consentement. Donc, il y a quand même une certaine norme également à observer au niveau des outils de collecte de données. Monsieur Assis, tu as parlé du questionnaire en version Word, qui doit être quand même bien clair et joli. C'est-à-dire qu'il faut prévoir au moins, je crois, 3 colonnes. Une colonne pour les numéros de questions, une colonne pour les libellés des questions, une autre colonne pour les modalités de réponse et éventuellement une 4e colonne pour les observations, commentaires, les sauts et autres. Il y a également la digitalisation de l'outil de collecte. Tout à l'heure, il y a les guides d'entretien. Les guides d'entretien, c'est lorsque c'est une étude qualitative ou bien une étude mixte à dominance qualitative. C'est là où vous prévoyez des guides d'entretien avec des axes de discussion assez clairs et assez clairs, quand même, qui puissent, dès que l'assistance de recherche, dès que l'agent enquêteur est donc en face de ses répondants ou bien de son répondant, qu'il puisse facilement dérouler son guide d'entretien. Il y a le manuel de terrain qui est la Bible de l'agent enquêteur sur le terrain. Oui, une fois sur le terrain, c'est le manuel de terrain qui devient la première référence à laquelle l'agent enquêteur excusez la tautologie, se réfère dès qu'il est en difficulté ou bien dès qu'il est dans une certaine confusion. Alors, dans ce manuel de terrain, on y met alors chaque module, l'idée que véhicule chaque module, l'idée que véhicule chaque question. Qu'attend-on d'une telle question? L'âge des femmes de 15 à 49 ans, c'est une étude qui est un peu orientée, d'accord? Donc, c'est dans ce manuel-là qu'on met ces précisions-là pour que l'agent enquêteur, qui aurait été un peu distrait lors de la formation des agents enquêteurs et qui, par le coup du sort ou de la chance, a été quand même retenu, et dès qu'une fois sur le terrain, rencontre certaines difficultés et que, même si son chef d'équipe, même si son superviseur est là ou n'est pas à côté, que cet agent-là est quand même le manuel de terrain à côté. Donc, le manuel de terrain, comme l'a dit M. Azitou, fait partie quand même des documents qu'il faut quand même prévoir pour aller défendre votre dossier de visa statistique. Il y a le budget de l'étude. M. Azitou l'a dit, il faut payer 500 000 francs CFA, d'accord, dans le compte de l'Instat dédié à cet effet. Mais ces 500 000 francs CFA, ce n'est pas l'entité qui appuie à l'étude, qui appuie l'étude, qui appuie la collecte de données, qui va la faire sortir de sa poche. Non, au contraire, il faut déjà l'insérer dans le budget de l'étude. Et c'est le commanditaire même qui prend cela en compte. Parce qu'on l'a dit que cela donne quand même un caractère légal à votre étude d'évaluation. Cela donne un caractère légal scientifique à votre collecte de données. Les frais de terrain, là, il faut prévoir, en plus de tout ce qui est basique, et les paiements pour les agents enquêteurs, frais de communication, il faut prévoir aussi dans le budget que vous aurez à présenter à l'Instat et même dans le budget réel, il faut prévoir les frais de guide, les frais pour les chefs quartiers ou les chefs villages.
voyez, ces éléments-là doivent quand même figurer dans le budget que vous aurez à présenter au commissaire. Il y a la rémunération des agents enquêteurs. Sous nos cieux, ce n'est plus concevable, ce n'est plus acceptable que les gens mènent des études d'évaluation où les agents enquêteurs sont payés à 5 000, à 10 000 la journée. Il va de la qualité des données. Ouais. Donc, lorsque vous allez défendre votre document méthodologique avec un budget où la rémunération des agents enquêteurs n'est pas quand même d'un certain niveau, n'est pas assez relevée, la commission, les commissaires ont un peu du mal à laisser passer ces éléments-là. Également, dans le budget de l'étude, vous devez insérer une ligne pour les imprévus. Une ligne pour les imprévus. Pour finir, donc, il faut se lancer tôt. Il faut se lancer tôt parce que il vous faut initier la demande. D'abord, avant même d'initier la demande, il faut préparer la documentation qu'il faut, initier la demande maintenant auprès de l'INSTAD. Et cette demande-là, comme l'a dit M. Assitou, dès que votre dossier n'est pas prêt ou n'est pas conforme, ils vous font quand même ce premier retour-là. Ouais. Et pour éviter d'être pris par les inconvénients du temps, il vaut mieux se lancer tôt et faire lire, si possible, votre document méthodologique avec un cadre de l'INSTAD, un membre de la commission quand même, qui est un sachant et qui puisse quand même vous éviter certains allers-retours inutiles. Et c'est le moment pour remercier quand même tous ces commissaires-là qui font un travail énorme là-bas, tous ces commissaires-là qui quand même appuient d'une manière ou d'une autre nous autres entités qui appuyons les études d'actions en termes de collecte de données sur le terrain. Bien, oui, parce que là, voilà, et aussi il faut avoir une écoute active, il faut avoir de la réactivité et il faut aussi promettre de prendre en compte les recommandations issues de la séance. Ouais, et si vous n'avez pas de réponse à certaines questions, il vaut mieux ne pas en inventer. Vous voyez, parce que, comme l'a dit M. Assitou et le modérateur, M. Tessoassi, ce sont des commissaires sachants qui viennent, même des sectoriels qu'on invite, ceux qui sont du domaine de la thématique. Donc, vous devez quand même venir avec un certain background, d'accord, pour pouvoir quand même nourrir la qualité des échanges, nourrir la qualité des débats. Et souvent, nous pouvons penser qu'ils sont la police, ils sont la gendarme derrière nous. Non, c'est toujours quand même pour améliorer la qualité de la méthodologie à utiliser sur le terrain, puisque le document sera donc la propriété de l'INSTAD. Cette base de données qu'on aura à générer à l'issue de la collecte de données sera donc reversée à l'INSTAD. Alors, elle se doit donc quand même d'assurer les carrefours nécessaires pour que dès que des universitaires, des institutions nationales ou internationales viennent demander des bases de données, viennent demander des données au niveau de l'INSTAD, que l'INSTAD ne se retrouve pas à donner des données erronées, des données fausses. Non. Alors, c'est dès maintenant qu'elle essaie donc de jouer son rôle et qui lui a été attribué par les textes et lois de la République et pour accompagner donc nous autres entités et structures qui sont dans la production des données et à aller dans ce sens. Voilà maintenant un exemplaire pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité ou bien hésitent encore à se lancer dans ce processus-là. Voilà à quoi ressemble un visa statistique. C'est un document avec une référence
qui précise l'intitulé de l'étude, le responsable qui finance cette étude, les bénéficiaires, la conformité scientifique, tout ça là, est signé maintenant par le directeur général de l'INSTAT. Voilà à quoi ressemble donc un visa statistique. Et pour rappel, le baromètre étant toujours en train de faire des études d'évaluation, nous soumettons toujours nos études d'évaluation à cette commission-là. Et c'était en sorte qu'on est même de la maison maintenant. On est même de la maison maintenant, mais ça n'empêche pas que, dès qu'en termes de méthodologie, dès qu'il y a quand même quelques coins d'ombre, et quand même le débat, la qualité des échanges ne se fait pas du tout attendre. Voilà en gros ce que je peux partager avec vous comme partage d'expérience. Merci pour votre écoute attentive et nous espérons qu'il y aura quand même parmi vous qui vont également faire des commentaires et poser des questions. Monsieur Assistou, monsieur Desoissi connaît, je vous retourne le micro. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dossou. Je constate que vous avez rendu compte fidèlement de vos expériences de CEPIT, parce que je me rappelle que j'ai eu à diriger beaucoup de vos dossiers que vous nous avez soumis à la CEPIT. Et comme vous l'avez su bien dit, c'est de bonnes guerres entre soumissionnaires et puis commissaires. Merci beaucoup, merci. Et je lance le même mot d'ordre de fin que vous avez lancé aux amis, qu'ils viennent soumettre le dossier on a beaucoup à gagner en venant à l'ISTAD pour la soumission de dossiers techniques pour l'obtention du visa statistique. Une fois encore, merci. Et merci aux participants pour leur écoute attentive. Je vais rapidement résumer en quelques lignes ce que vous avez dit. Et votre exercice est souvent comme une soutenance, et c'est le cas. Vous soutenez donc un dossier que vous avez soumis. Et vous avez parlé de vos expériences, d'accord, aux séances de CEPIT. Vous avez parlé d'un peu de contenu de vos documents que vous apportez, et notamment le contexte et justification, les objectifs généraux et objectifs spécifiques. Vous avez su bien dire, on n'aime pas beaucoup d'objectifs spécifiques. Vous pouvez en avoir et les utiliser au cours de vos séances de cadrage pour voir si vous êtes en train d'atteindre les objectifs. Mais pour nous, déjà, 4 objectifs ou 5 objectifs spécifiques, ça va et ça doit être avec les résultats attendus. Nous veillons beaucoup sur de pratiques. Et vous avez parlé des concepts et définitions, c'est normal. Et cela doit aussi figurer au niveau donc du manuel d'instruction. Comme vous l'avez bien sûr dit, le manuel d'instruction, c'est la Bible des agents. C'est le document auquel ils vont faire recours lorsqu'il n'y aura pas un superviseur ou un formateur à côté. Donc, il y aura tous ces détails dans ces manuels d'instruction. Et vous avez parlé du débat qui entoure souvent la démarche méthodologique. C'est normal, parce que c'est à ce niveau même que ça soit le principe donc de la réalisation des études, que ce soit des études qualitatives, études quantitatives, que ce soit les focus group. Il faut donc une démarche scientifique. Et c'est sur ça nous avons un regard de connaisseurs pour pouvoir donc orienter les cabinets d'études. Parce que l'INSTAD, c'est la maison mère des statistiques. L'INSTAD donc est garant de la qualité des données sur le terrain. Et nous avons donc un grand regard sur ces éléments. Le type d'échantillonnage, indicateurs et méthodes de calcul de ces indicateurs. Nous regardons tout ça, vous l'avez dit. Le dispositif de collecte, la sensibilisation, le déploiement sur le terrain des agents, la formation, le lieu, le nombre des agents que vous voulez former et la taille. Vous avez oublié ça, la taille donc de charge de l'agent enquêteur. Nous voyons ça.
Et nous mettons tout ça là en lien avec ce que vous voulez payer au niveau donc du budget. Parce que vous-même, vous l'avez déjà dit, lorsque l'agent est bien rémunéré, il va faire un travail consciencieux. Mais lorsqu'il n'est pas bien rémunéré, la qualité en souffre. Vous avez parlé aussi de la digitalisation. Nous sommes donc à l'ère de la nouvelle technologie. On ne collecte plus aujourd'hui avec les feuilles à la main. Vous avez parlé de contrôle de qualité. C'est normal, c'est ça qui doit nous rassurer. Et ça doit être bien décrit dans le document méthodologique, ainsi que les modes de traitement, les logiciels à utiliser. Vous avez parlé aussi de la considération, du chronogramme, du respect des normes et du budget. Et là, je disais tout à l'heure que nous regardons bien ce que l'agent va percevoir tout au long du travail ou par jour. Et c'est ça qui doit le motiver à faire un bon travail. Donc, nous regardons tous ces aspects. La présentation du PowerPoint qui est comme une soutenance et nous accordons souvent 15 minutes. Et vous n'avez pas dit que c'est stressant, 15 minutes pour présenter tous ces éléments, c'est un peu difficile. Vous avez parlé un peu des outils de collecte du manuel d'instruction, son importance. Vous avez parlé aussi des questionnaires qui doivent être en lien, les questions doivent être en lien avec la liste des indicateurs que vous nous avez envoyés. Parce que nous regardons aussi pour tel indicateur, quelle est la question qui permet donc de satisfaire le calcul de cet indicateur. Nous regardons tout ça là. Et pour conclure, vous avez donc parlé des bonnes pratiques qui consistent à se lancer tôt, à bien se préparer. Et vous avez parlé aussi de la lecture, de la première lecture que les cadres de l'INSTAD font pour pouvoir faire de retour donc aux soumissionnaires pour des petites corrections à faire. Vous avez parlé de l'écoute. Effectivement, quand vous êtes là, il faut ouvrir votre esprit donc aux problèmes, aux préoccupations des commissaires et leur promettre que vous allez prendre en compte intégralement les recommandations qui sont formulées à l'étude de la session. Donc, voilà brièvement ce que vous nous avez communiqué par rapport donc à vos expériences. Maintenant, nous allons donc rentrer dans les discussions. Nous vous avons présenté 2 éléments, à savoir la première présentation par M. Assintou et la deuxième présentation par M. Dossou Eric. Donc, nous vous laissons maintenant, chers participants, la parole pour pouvoir donc vous enregistrer. D'abord, on va enregistrer les intervenants avant donc de leur accorder la parole pour donc répondre à leurs différentes préoccupations. Je vous remercie pour votre écoute. Monsieur Dossou. Oui. Nous sommes donc à l'étape donc des questions, des préoccupations pour donc répondre. Vous serez donc de nos côtés pour pouvoir répondre aux préoccupations donc des participants. Monsieur Assintou est en ligne. Monsieur Assintou. Oui, monsieur Dessoissi, je suis à l'écoute et nous attendons. Ok, merci. D'accord, donc nous sommes à l'étape des discussions. Nous laissons donc les intervenants pour donc soulever leurs préoccupations. Merci. Il y a la main levée de Madame Sephora. D'accord, on va les enregistrer. Vous allez m'aider aussi pour les enregistrer. Madame Sephora. Autre intervenant. Il y a Monsieur Fiak Tofa. Okay. Oh, oui. Fiak Tofa. Il y a Monsieur Fabrice Metogbe-Ezin. Monsieur Fabrice Metogbe. Voilà les 3 qu'on a pour l'instant.
OK, merci. Vous pouvez nous les rappeler rapidement, M. Dossou, s'il vous plaît. J'avais pris note. Il y a Mme Sephora Agessi, je crois bien. M. Fiacre. Monsieur. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à Mme Sephora pour ses préoccupations. Merci. Madame Sephora. Oui, je vous reçois. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux speakers du jour. Merci pour cette belle présentation et pour vos interventions. Alors, moi, ma préoccupation, je voudrais demander, dans le cas où des universitaires, des étudiants ont en fait à collecter des données dans différentes communes pour l'élaboration d'un mémoire ou pour l'élaboration d'un document d'ordre académique, est-ce qu'ils auront en fait à faire une demande de visa ou à toute autre institution habilitée, un peu comme vous l'avez décrit dans vos interventions tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, Madame Sephora. C'est une très belle question que vous avez posée. Nous allons vous revenir tout à l'heure. Deuxième participant, M. Fiacre Tofa. Oui. Bonjour, M. Dessoissi. Bonjour, M. Tofa. Oui, je fais partie de l'un de vos produits, des agents ATS, agents techniques de la statistique. Merci, nous sommes ravis de l'apprendre. Oui, merci bien, merci pour votre brillante communication de tout à l'heure. Je remercie aussi le collègue Eric Dossou et je remercie son second aussi, M. Jonas. Moi, ma question, je crois que Mme Sephora a pris ça en compte, mais néanmoins, ça ne m'empêche pas de la poser. Et je voudrais aussi demander, dans le cadre des études d'une personne physique qui voudrait comprendre une étude donnée, une intervention, et est-ce qu'il a besoin, et qui a pour compétence plusieurs communes, est-ce qu'il a besoin de venir prendre le visa statistique? C'était aussi ma question. Merci bien. Merci, M. Tofa. Et nous allons maintenant auprès de M. Fabrice Metogbe pour recevoir ses préoccupations. Oui, bonsoir, M. Corneille. Bonsoir, chers tous. Je vous remercie. Je remercie M. Jonas et M. Dossou Eric pour leur brillante présentation. Et vraiment, ça me séduit cette séance de webinaire que nous avons parce que ça nous permet de sortir de l'ignorance. Alors, ma préoccupation se tient sur deux petits points. Le premier point, après la soumission du dossier, je suppose qu'il y a un cabinet qui a été recruté pour faire l'évaluation d'un projet, l'évaluation finale ou à mi-parcours d'un projet, et qui doit s'étendre sur plusieurs communes ou plusieurs départements. Il soumet son dossier au comité du Conseil national des statistiques pour pouvoir avoir le visa statistique. Alors, quel est le temps que cela doit faire pour avoir le premier retour de ce comité et insérer maintenant les différentes recommandations, observations et combien de jours après soumission, il y aura également un autre retour. Ces périodes-là ne sont pas précisées dans la présentation. Donc, je voudrais qu'on y revienne un peu pour plus de précision. Merci. Merci, M. Metogbe. C'est là l'importance donc des débats, des discussions. Donc, les petits éléments qu'on n'a pas pu introduire dans la présentation, donc on essaie de les aborder avec les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Sans plus tarder, je vais laisser d'abord la parole à M. Assintou pour
des approches de réponse pour donc nos participants. Monsieur Assintou, merci, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dessoissi. Merci vraiment pour la qualité de la conduite de ce webinaire. Et je vais donc directement sur les préoccupations des collègues. Madame Sephora a demandé si c'est des étudiants qui veulent mener des études, même dans plusieurs communes, est-ce que, enfin, dans un cadre académique, est-ce qu'ils ont besoin de visa statistique? Et je crois la seconde préoccupation rejoint un peu ça. Cette fois-ci, c'est que s'il s'agit d'une personne physique qui a besoin de comprendre un phénomène donné pour lequel il doit faire une collecte, est-ce que cette personne a besoin de visa statistique? Donc, je regroupe ces deux préoccupations-là et puis j'essaye de donner une réponse par rapport à ça. Mais avant, je voudrais rappeler l'article 65 de la loi statistique parce que ce n'est pas subjectif ce que nous faisons, c'est établi par la loi statistique. Alors, qu'est-ce que la loi statistique dit exactement par rapport au visa statistique? Donc, article 65, je cite, « Toute enquête par sondage, tout recensement ou toute étude statistique ou socio-économique nécessitant la collecte de données auprès du tiers dont les résultats peuvent être généralisés au moins à l'échelle d'une commune de la République du Bénin, menée par des services publics, parapublics, des privés et des organismes internationaux à l'exclusion, c'est très important, à l'exclusion des travaux statistiques internes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais y revenir. Ou à des fins académiques diplômantes est astreint à un visa statistique avant son exécution. Donc, voilà ce que la loi dit à son article 65 par rapport au visa statistique. Maintenant, j'essaye de décortiquer un peu cet article pour répondre aux préoccupations des collègues. Alors, la loi a été très claire. Tout ce qui est enquête, tout ce qui est étude, tout ce qui est collecte de données sur le terrain nécessite le visa statistique, sauf. Donc, qu'est-ce qui n'a pas besoin de visa statistique? Les études, les collectes de données, les enquêtes, même les recensements qui sont faits dans le but d'obtenir un diplôme, c'est-à-dire qui sont faits dans le but académique. Donc, les étudiants, même les élèves, pourquoi pas? Si études pour pour rédiger leur mémoire de licence, leur mémoire de master ou bien leur thèse de doctorat, ceux-là n'ont pas besoin de passer leurs documents techniques par le comité en charge du visa statistique. Ça veut dire quoi? Ceux-là ne payent pas 500 000 pour qu'on leur délivre un visa statistique, quelle que soit l'étendue de l'étude. Cependant, ils sont tenus d'informer le directeur général de l'INSTAD qu'ils veulent faire telle étude dans telle commune. Et dans ce cas, je l'avais dit dans ma présentation, le directeur général leur délivre une autorisation à 0 francs, donc sans frais, pour qu'ils aillent faire tranquillement leur collecte. Cette autorisation les protège aussi et leur donne une certaine, donne une valeur à leur collecte, mais c'est à 0 francs. En dehors de ce cas, quel autre cas n'a pas besoin de visa statistique? La loi le dit. La loi dit clairement que pour des travaux internes, travaux internes, là, ça veut dire quoi? Je suis peut-être un directeur d'école et je veux savoir un peu la perception
ou bien ce que pensent les élèves du collège ou même les parents du collège. Est-ce qu'ils sont contents des prestations du collège? Ouais, ça, le directeur de ce collège veut utiliser les statistiques là à son propre compte, c'est-à-dire c'est un usage interne. Il ne veut pas publier, il ne va pas publier les résultats. Donc, dans ce cas, il n'a pas besoin de venir faire l'usage statistique. Il n'en a pas besoin. Et pour tomber sur la préoccupation de M. Toffa, une personne physique qui veut comprendre un phénomène, ça dit, il veut utiliser à ses propres fins les résultats de cette étude-là. Il ne va pas publier ça. Il veut juste comprendre un phénomène. Mais voilà que le phénomène s'étend sur plusieurs communes. Est-ce qu'il doit venir faire le visa statistique? Non, il n'a pas besoin de passer par le visa statistique. Cependant, il doit d'ailleurs informer le directeur général qu'il veut mener telle étude pour ses propres fins, pour son propre usage. Et il doit joindre à cette demande-là son protocole. J'appelle protocole ici les outils de collecte, son document méthodologique, parce qu'il ne va pas se lever un matin comme ça et commencer par rentrer dans les maisons pour dire, bon, je veux comprendre telle chose, je veux faire ci, je veux faire ça. Il doit rédiger un protocole. Donc, il doit soumettre ce protocole-là lors de sa demande d'autorisation de collecter des données sur le territoire national. Et puis, on lui délivre une autorisation gratuitement. Donc, voilà ce que je peux apporter comme réponse par rapport aux deux préoccupations. Alors, je précise ici qu'il s'agit d'une nouvelle loi statistique. Et dans toute ma présentation, j'ai toujours parlé de nouvelle loi statistique. Ça veut dire qu'il y avait une loi avant. Il y avait une ancienne loi statistique qui a été élaborée en avril 2000. Et cette loi-là est obsolète. Dans cette loi, même si on faisait une collecte dans une commune, même si la collecte couvrait toute une commune, on n'a pas besoin de venir payer 500 000. On informe juste le directeur général. Ça, c'est l'ancienne loi. Mais la nouvelle loi dit qu'à partir d'une commune, c'est-à-dire vous voulez mener une étude qui couvre au moins une commune, vous êtes tenu de venir faire demander le visa statistique si cette étude-là n'est pas à but académique ou à titre personnel. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Maintenant, je vais sur la préoccupation de M. Fabrice qui demande quel temps il faut pour avoir le visa statistique dès qu'on dépose déjà son dossier de visa statistique. Il faut compter au plus un mois. Un mois, ça fait 30 jours ouvrables. Dès que vous déposez votre dossier de visa statistique, vous avez au plus un mois pour avoir le visa statistique. Je dis bien au plus parce que là, c'est au pire des cas, en fait. Sinon, quand vous déposez votre demande de visa statistique, s'il n'y a pas de contrainte, ici d'autres dossiers de demande de visa statistique. Si lors du dépôt de votre dossier, il y avait déjà d'autres dossiers, on est obligé de programmer les gens suivant la date d'arrivée, la date de soumission du dossier. Mais dans tous les cas, on fait tout possible pour qu'après un mois, vous ayez le visa statistique. Maintenant, ça dépendra aussi du soumissionnaire parce qu'après la session, il faut prendre en compte les observations. Si après la session, vous partez, vous faites 2 mois avant de revenir nous dire que c'est maintenant que vous avez fini, nous, on ne peut pas délivrer le visa statistique avant que vous n'ayez pris en compte les observations des commissaires. Donc, tout ça là est inclus dans les 1 mois. Donc, voilà ce que je peux apporter comme réponse aux 2 préoccupations, aux 3 préoccupations. Merci beaucoup. Merci, M. Assintou, pour les éclaircissements que vous venez de nous apporter. Je ne sais pas si M. Dossou a une petite intervention à faire, sinon M. Assintou a pratiquement déjà tout dit. Hein. Oui, vraiment. Il a tout bossé. OK.
Merci. Donc, nous sommes en train de tendre progressivement vers la fin. Il nous reste environ 8 minutes à gérer. Nous allons faire donc un deuxième tour. Je ne sais pas s'il y a encore des participants qui ont des éclaircissements à demander. On vous laisse la parole. Oui, monsieur Irénée. Merci beaucoup à M. Eric pour cette belle présentation, aussi à M. Jonas pour la qualité de la présentation. Néanmoins, j'ai une question à deux volets sur le visa statistique. Ma première question, c'est de savoir, pour une étude qui va se dérouler sur une longue période, pendant laquelle il y aura plusieurs étapes de descente sur le terrain, est-ce à chaque étape, c'est indispensable de passer au niveau de l'INSAD pour pouvoir obtenir le visa statistique qui est en quelque sorte le document qui autorise la collecte de données sur le terrain? Et le second volet sachant bien que ça a un coût, hein, ça avoisine le demi-million pour notre cas ici au Bénin. Le second volet de ma question, c'est de savoir quels sont les risques auxquels s'expose une étude qui n'obtient pas le visa statistique avant d'aller collecter les données sur le terrain et que malheureusement, les autorités de la commune ou bien de l'endroit où se mène l'étude se rendent compte qu'il n'y a pas de document autorisant une telle collecte de données. Merci. Oui, monsieur Dessoissi. Oui, je vous laisse la parole, hein, Jonas. Merci beaucoup et merci pour cette belle intervention. C'est une préoccupation vraiment très légitime. Alors, une étude a plusieurs volets. Le visa statistique est accordé à une étude, c'est-à-dire l'étude en elle-même, c'est-à-dire, comment vais-je dire ça? C'est l'étude qui a le visa statistique. Maintenant, les volets dont vous parlez, on a rencontré des cas comme ça, où les gens nous ont dit c'est une étude à plusieurs volets, tout ça. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il s'agit plutôt de plusieurs enquêtes. Alors, qu'est-ce qu'on appelle étude à plusieurs volets? Et qu'est-ce qu'on appelle un regroupement d'enquêtes en une grosse enquête? Pour tromper un peu la vigilance de l'INSTAD par rapport à ça, parce que, comme vous l'avez dit, ça a un coût, le visa statistique. Alors, une étude, je vais cas par cas. Je commence d'abord par dire que le visa statistique a une durée de vie, ou si vous voulez, une durée de péremption, c'est 3 ans. Quand vous avez le visa statistique pour une étude et que vous devez reprendre cette étude-là l'année suivante et l'année qui suit encore, vous n'avez pas besoin de venir demander encore le visa statistique. Par contre, vous écrivez pour dire que vous voulez faire la deuxième édition, la troisième édition de l'étude, en accompagnant, bien entendu, la demande des documents techniques qu'on vérifie pour voir si c'est vrai ce que vous dites. Donc, si vous avez un visa statistique pour une étude et que vous devez répéter cette étude-là, vous en avez pour 3 ans. Maintenant, une étude a plusieurs volets. Le visa, comme je l'ai dit, c'est pour l'étude. Les volets dont vous parlez, peut-être, c'est des étapes de cette étude-là. Si, pour le volet numéro 2, numéro 3, la méthodologie ne change pas, les outils de collecte ne changent pas, vous n'avez pas besoin de venir demander encore le visa statistique. Quand je dis venir demander, au fait, c'est venir faire la session. Mais vous êtes tenu d'informer toujours le directeur général que vous voulez faire le deuxième volet, le troisième volet, en joignant, bien entendu, la méthodologie et les outils de collecte pour qu'on puisse vérifier, voir si rien n'a changé. Donc, voilà ce que je peux répondre par rapport à cette préoccupation. La dernière, c'est l'étude sans visa statistique, les conséquences. Oui, en principe, même quand vous n'avez pas le visa statistique, que vous allez sur le terrain pour la collecte, l'INSTAD est informé. Nous avons nos radars dans le pays. Et si on vous attrape entre griffes,
attrapé entre griffes, en train de faire une étude sur le terrain sans visa statistique, on suspend cette étude-là avec des pénalités. C'est pourquoi il faut connaître le contenu de la loi statistique. C'est prévu dans la loi statistique. On en a fait même pour des institutions de l'État. On a suspendu des études comme ça avec des amendes. Donc, non seulement sur le terrain, vous n'êtes pas couvert et que vous allez enregistrer des refus, mais c'est que si on vous attrape entre griffes, si on vous surprend, on suspend l'étude et dans certains cas, on annule même l'étude. Vous ne pouvez plus faire l'étude, à moins de venir vous rattraper en faisant le visa statistique. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport aux deux préoccupations. Je ne sais pas si mes réponses sont satisfaisantes. Sinon, je peux toujours y revenir. Monsieur Dessoissi. Oui, Monsieur Assintou. Merci pour votre intervention. Je crois que vous avez tout dit clairement et on ne va plus revenir là-dessus, sinon ce serait une répétition. Et je crois que nous sommes pratiquement à la fin de notre webinaire. Et je vais demander à Monsieur Dossou s'il y a encore une intervention de leur côté, qu'ils peuvent faire passer ça en 1 an ou 2 minutes et pour qu'on puisse vraiment mettre fin au webinaire. Et nous souhaitons aussi que les participants puissent toujours rejoindre le cabinet, le baromètre, pour que d'autres webinaires qui seront organisés, qui soient toujours là et nous soutenir aussi et prendre connaissance de tout ce qui se fera à ce sujet, parce que c'est une séance de donner et de recevoir, comme un participant l'a su bien dit tout à l'heure. Il a dit, si je veux le répéter, que cela a permis aux participants, à certains participants peut-être, de sortir de l'ignorance. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important donc, de participer à ces genres de séances. Vous serez peut-être un jour des consultants, des experts, vous allez gagner des études. Alors, ça vous permet de savoir comment s'y prendre, quels sont les atouts que vous allez exploiter pour avoir rapidement la confiance donc, des commissaires ici. Je crois que c'est important. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Dossou. Allô, Monsieur Dossou? Oui, Monsieur Corneille. Oui, je ne sais pas si le DG est en ligne et veut dire un mot aux participants ou si vous êtes prêt pour donc nous... Pardon? Ok. Oui, je crois qu'il est en ligne. D'accord. Oui, donc, oui, humblement, nous accordons donc la parole au DG pour son intervention. Mais avant, il y a une main levée, mini-point Dorothée. Je ne sais pas si c'est une erreur. C'est une ancienne. Oui, bonsoir. Merci. Nous allons laisser la parole au DG. Oui, bonsoir, Dorothée Lokossou. Je peux aller? Merci, DG. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir, DG. Non, ce n'est pas le DG, c'est Dorothée Lokossou. J'aimerais intervenir sur un sujet. Ok, d'accord. Oui, excusez-moi, bon, pour une étude interne dans une structure où on doit passer sur la hiérarchie, le directeur et autres pour collecter les données, avons-nous besoin vraiment du visa? C'est comme faire un plan stratégique d'une structure. On va juste questionner les directeurs, les conseils d'administration et peut-être les bénéficiaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un visa? Deuxième question, est-ce que le visa et le coût du visa est le même pour toute étude? Ou bien les coûts varient en fonction de l'étude? J'ai fini. J'aimerais vous remercier pour la communication et pour les interventions. Bonsoir. Merci à vous aussi. Monsieur Assintou, une minute, tout juste une minute pour répondre aux participants. D'accord. Il y a d'interférences là. C'est un peu pas couper le micro.
que ça répète, s'il y a des échos. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Ceux qui ont des micros ouverts peuvent les fermer, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Il y a deux cas. Il y a deux cas. D'abord, l'étude qui veut être faite, est-ce qu'elle est à usage interne? Usage interne, là, ça veut dire quoi? Les résultats ne seront pas publiés. C'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe dans l'entreprise. Si c'est le cas, on n'a pas besoin de visa statistique. C'est le premier cas, ça. On n'a pas besoin de visa statistique. Vous voyez, par contre, on va demander l'autorisation au DG Instad qu'on veut faire une telle étude pour un usage interne. Et on vous délivre une autorisation pour ça. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que les résultats peuvent être ou bien seront publiés, par exemple. Dès que vous avez les résultats, quand bien même c'est quelques directeurs, comme vous l'avez dit, vous allez mettre ça publiquement, vous allez publier. Ça sera dans un document qui peut être mis à la disposition du public. Dans ce cas, on va d'abord voir est-ce que les directeurs concernés se retrouvent dans un espace moins d'une commune. Si la couverture de l'étude, c'est moins d'une commune, même si les résultats seront publiés, vous n'avez pas besoin de visa statistique. On va vous donner une autorisation gratuitement. Mais au cas où ces directeurs-là, il faut les voir dans toute la commune ou au-delà de la commune, alors que les résultats seront publiés. Donc, forcément, il faut passer par le visa statistique. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ce volet-là. Deuxième volet, je n'ai pas, il me semble que j'oublie un peu la préoccupation. La relativité du coût de l'étude. Voilà. Et au Bénin, le coût est fixe, quel que soit le budget, c'est 500 000. Ailleurs, c'est un pourcentage du budget de l'étude. Au Sénégal, par exemple, c'est 10% du budget. Donc, si vous avez 1 million, vous payez 10%. Donc, ça doit faire, je crois, 100 000. Voilà. Mais chez nous, quel que soit le budget, c'est 500 000. C'est un prix fixe ou bien un coût fixe. Merci. Monsieur Dessoissi. Oui, Monsieur Assintou, merci infiniment, merci. Monsieur Dossou, merci à vous aussi. À tous les participants, merci pour votre écoute et pour vos questions très pertinentes que vous avez posées au cours de notre webinaire. Je crois que nous aurons d'autres occasions de se revoir et de se donner aussi des informations, des connaissances. C'est une séance de partage de connaissances et de recevoir. Est-ce que vous voyez? Donc, sans plus tarder, je vais donc mettre fin à ce webinaire de ce jour en remerciant les organisateurs pour les dispositions qu'ils ont su prendre pour que tout se déroule bien, pour que nous puissions arriver au terme donc de notre webinaire. Merci. Monsieur merci. Oui, Monsieur Dossou. Oui, il y a le DG. Le DG, gracias. Oui. Ah, le DG est là? Oui, il veut passer un mot. Ah, d'accord. Merci. Humblement, donc, nous invitons notre DG que nous saluons avec respect à se prononcer. Merci, DG. Merci beaucoup, cher Dessoissi, chers tous, merci. Je suis Deogracias Mundolo. Je suis Deogracias Mundolo dans le rôle de lead et je voudrais personnellement apprécier les efforts de l'INSTAD à accompagner le travail que nous faisons au niveau non seulement du baromètre, mais également des autres institutions qui appuient les activités liées aux collectes de données, aux études pour générer de la connaissance. Et le Conseil national de statistique, à travers le visa, est très utile et apporte vraiment un accompagnement dans l'amélioration de la qualité de ce que nous faisons. Et donc, profiter de cette tribune pour inviter les autres collègues en ligne à se prêter à l'exercice. Il peut paraître un peu difficile au départ, mais après, on a toujours le soutien de l'INSTAD, des commissaires, pour améliorer
la qualité de ce que l'on veut faire. Et dis merci également aux collègues Eric Dossou et à M. Assitou pour la qualité de leur présentation, leur effort à mettre tout ceci ensemble et la grande facilitation de M. Dessoissi. Merci, je vous laisse la parole et à bientôt pour d'autres visas statistiques. Merci DG, merci infiniment. Ça nous va droit au cœur et nous sommes toujours là pour vous accompagner. C'est vrai, ici, nous sommes dans ce webinaire à titre personnel. Nous n'avons pas été mandatés par l'Institut, mais tout ce que vous nous avez dit, nous allons donc transmettre ça en son temps. Et je vous rassure, et nous avons toujours l'occasion de le dire aux soumissionnaires d'entrée de jeu, que nous ne sommes pas des gendarmes lorsque nous prenons la parole donc pour les évaluer, que c'est tout juste pour les accompagner. Et lorsque le travail est bien fait, il n'y a pas de raison pour que le visa ne soit pas accordé. Donc, nous avons l'obligation de faire une analyse minutieuse du document méthodologique qui nous est toujours soumis. Parce qu'à la fin, on a toujours précisé que ça devient la propriété du Conseil national de la statistique et ça devient un document scientifique auquel tout autre chercheur peut toujours avoir accès ou faire recours pour donc continuer d'autres expériences. Donc, comme vous venez de le dire, c'est vraiment un travail élogieux que nous faisons tous ensemble. Et nous vous remercions aussi, c'est parce que vous êtes là que nous sommes là. Et nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites en amenant tout le temps les documents méthodologiques que vous voulez utiliser pour vos études pour accord de visa statistique. Merci DG, merci à vos collaborateurs et merci à tous les participants. Je vous remercie et à la prochaine. Merci, M. Dessoissi. Merci à tous. Allô, allô. Oui, je crois que le webinaire est clôturé. Vous avez une préoccupation peut-être? Vraiment, j'ai pris le thème très tardivement. Toutes mes excuses, vraiment ça me fait mal. Je vais rattraper prochainement. C'est Wahabi Balogun, Monsieur Jonas, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Balogun. Je pense que c'est Monsieur Jonas Asintou. Oui, tout à fait, c'est moi, oui. Ok, merci beaucoup. J'ai vu l'affiche, j'ai dit, je suis vraiment content pour ces webinaires-là. Merci d'avoir pensé à nous. Je pense que je vais me programmer pour être toujours au rendez-vous prochainement. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Bien sûr, oui. Ok. Non, c'est très important. Très important. Très instructif. Moi, je voulais même demander si, à un moment donné, on ne peut pas avoir au moins une attestation de participation, parce que ces genre de rendez-vous, c'est purement pratique et c'est ce dont nous avons besoin actuellement. C'est de ça que nous avons besoin actuellement, sincèrement. Parce que l'école aujourd'hui, sans vous mentir, il faut qu'il y ait une autre école. Et cette école dont on parle, c'est celle-ci. Donc, pensez-y. Ça fera vraiment de bonnes choses pour la communauté. Surtout nous, consultants sur le terrain, on a besoin de ces genres d'outils pour pouvoir être au charbon, pour être très bon aussi opérationnel sur le terrain. C'est vrai.
C'est vrai. Bon, c'est une préoccupation qu'on va porter